afin de répondre à la demande de certains scientifiques, et nous en profitons pour adresser un message pour installer une communication liée aux preuves que la révélation apporte pour son authenticité. Nous avions intitulé un premier chapitre Le poids de la révélation sur la conscience universelle. Et précédemment, nous avions voulu donc sérier ces preuves principalement en 3 catégories. Nous avions parlé d'une première catégorie où la révélation a montré des vérités et des informations que la science a déjà investiguées et a vérifiées et a validées. Où la révélation et la science sont en phase. Une deuxième catégorie de révélation sur des informations et des vérités que la science est en train d'investiguer, mais il n'a pas encore tenu une conclusion. Mais que la révélation a déjà réglé, a déjà éclairci cette question ou ces questions de long à large. Et que la révélation se trouve donc être en avance par rapport à la science. D'ailleurs, notre intervention d'aujourd'hui va dans ce sens. Des cas d'information et de vérité que la science est en train d'investiguer, mais que la révélation a déjà résolu largement. Et enfin, une troisième catégorie de preuves liées à des informations et des vérités que la science ne peut pas appréhender, que la science ne peut jamais appréhender dans aucune époque que ce soit, et que la révélation a déjà réglé. Voilà les 3 axes, les axes principaux de notre démarche. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, comme dit précédemment, lié à la mémoire dans l'univers. La mémoire et la conscience dans l'univers. Et principalement, nous allons aborder la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau abordée par des scientifiques. Il y a aussi la mémoire ou la conscience dans l'univers. Il y a aussi comme autre sujet la responsabilité de l'univers dans le fonctionnement de la création divine. Le premier sujet concernant la mémoire de l'eau, il faut noter les travaux d'un scientifique célèbre qu'on appelle Luc Montagnier. Le professeur Luc Montagnier a travaillé sur la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau fait référence à la capacité de l'eau à conserver des informations sur des substances avec lesquelles elle a été en contact, même après dilution extrême. Cette idée a été proposée par Jacques Benveniste dans les années 80. Mais c'est le professeur Luc Montagnier qui a poursuivi les recherches dans ce domaine. Qu'a fait le professeur Luc Montagnier? Il a fait des expériences pour tester la mémoire de l'eau. Le professeur Luc Montagnier a mené des expériences pour tester la mémoire de l'eau
en utilisant des techniques de spectroscopie et de transmission de signaux électromagnétiques. Il a préparé des solutions qui ont été diluées à l'extrême. Une dilution qui fait disparaître les traces des substances qui étaient présentes dans la solution avant dilution. Il a mesuré les signaux électromagnétiques émis par cette solution avant dilution et avec la substance. Après dilution, il a mesuré aussi les signaux électromagnétiques. Après une dilution qui permet d'effacer complètement la présence de la substance. Il se rend compte que les signaux électromagnétiques sont comparables. Et cela veut dire que si la solution avant dilution contenant une substance émet des signaux électromagnétiques, qu'on retrouve les mêmes signaux électromagnétiques, on les retrouve en émission après dilution, où la dilution extrême a permis de raréfier, voire de supprimer la présence de la substance. Parce que il y a une méthode pour les scientifiques pour supprimer une substance dans une solution. Si on ne peut pas la filtrer, la seule solution, c'est de diluer la solution. Diluer la solution. C'est la seule solution qu'on a. Afin que la substance devienne tellement rare qu'elle devient à un moment donné inexistante. Alors, les deux solutions, avant et après dilution, contenant la substance et ne contenant pas la substance, émettent les mêmes signaux électromagnétiques. Ce qui permet de comprendre que la deuxième solution diluée, l'émission des signaux électromagnétiques dans la deuxième solution diluée est due à l'eau, sans la substance. Donc l'eau a dû garder la mémoire de la substance qui était dans la solution antérieure. De sorte que il est possible d'avoir des transferts d'informations à travers l'eau qui est en contact avec une substance ou bien une molécule ou bien un produit donné. Ceci permet d'avoir des informations, une identité précise d'un bout d'ADN qui a été introduit dans l'eau et dont les informations y afférentes ont été conservées par l'eau. Ceci devrait permettre un certain nombre d'applications. Les résultats obtenus par le professeur Montagnier suggèrent que l'eau peut stocker et transmettre des informations biologiques par le biais de signaux électromagnétiques. Et cela pourrait avoir des implications importantes pour la biologie. La compréhension de la mémoire de l'eau pourrait aider à mieux comprendre les processus biologiques et les mécanismes de signalisation cellulaire. Dans la physique, la mémoire de l'eau pourrait être liée à des phénomènes quantiques et à la structure de l'eau elle-même. Mais il y a des controverses par rapport à cette découverte. Il y a une controverse comme quoi que les travaux du professeur Luc Montagnier il y a une difficulté majeure, c'est celle de reproduire les résultats obtenus
après une autre expérience, avec une autre expérience similaire. Puisqu'il y a des nuances entre les différents résultats qu'on obtiendrait en changeant les éléments et le protocole de cette expérience. La conclusion que nous tenons, c'est que l'idée de la mémoire de l'eau apparaît clairement et devient un sujet important pour la science. Il y a un autre scientifique appelé Masaru Emoto. Masaru Emoto a travaillé aussi sur la mémoire de l'eau et sur la conscience de l'eau. Il s'agit d'un chercheur japonais qui a mené des expériences sur la cristallisation de l'eau pour étudier son comportement face à différentes influences. Voici un résumé de ses travaux. Emoto a exposé des échantillons d'eau à des stimuli tels que des mots, des images, de la musique, des pensées, puis les a congelés et observés au microscope. L'ultrastructure révèle les cristaux d'eau formés présentaient des structures différentes selon le type de stimuli. S'il s'agit d'un stimuli dit positif, des mots d'amour, de la musique douce ou des choses comme ça, les cristaux sont très beaux et symétriques. Mais s'il s'agit de stimuli négatifs, des mots de haine, la musique discordante, des choses comme ça, eh bien, les cristaux sont désordonnés et laids, pas jolis. L'interprétation de Emoto, c'est de dire que, de suggérer que l'eau peut enregistrer les énergies et les émotions influençant ainsi sa structure moléculaire. Les énergies et les émotions influenceraient la structure moléculaire de l'eau. Il y a des critiques, une controverse, selon lesquelles les travaux d'Emoto n'ont pas été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture et n'ont pas été soumis à des tests en double aveugle. La communauté scientifique est donc sceptique quant à la validité de ces résultats. Nous retenons là aussi que la communauté scientifique a des réserves sur l'expérience de Emoto, comme sur l'expérience de Montagnier. Il y a une autre hypothèse venant d'un Allemand, un biologiste allemand, Rupert Sheldrake, qui a écrit un livre intitulé La mémoire de l'univers. Sheldrake a émis l'hypothèse de la résonance morphique. La résonance morphique est un concept qui suggère que les systèmes auto-organisés des cristaux aux sociétés, partant des cristaux aux sociétés, les systèmes auto-organisés, même des sociétés humaines, héritent d'une mémoire collective. Une mémoire collective qui façonne leur développement et leur comportement. Cette mémoire collective fonctionne à travers des champs morphiques, des champs dits morphiques.
qui organise le corps des plantes et des animaux, coordonne les activités des cerveaux et sous-tend l'activité mentale consciente. Selon Sheldrake, les différents corps, que ce soit des corps inanimés comme les cristaux, aux corps animés en société, ont une mémoire collective. La première étape de son raisonnement concernant les cristaux rejoint l'expérience de Emoto. Sheldrake rejoint l'expérience de Emoto dans la première étape, les cristaux. Car dans l'expérience de Emoto, tous les cristaux présents avaient le même comportement vis-à-vis des stimuli. Donc, le comportement était le même. Donc, c'était une réaction collective. C'est ce que dit Sheldrake. Il dit, ça ne se limite pas maintenant aux cristaux, mais même dans les sociétés d'êtres vivants, comme les animaux et les humains. Ils ont une mémoire collective. Mémoire collective ou conscience collective, Sheldrake a voulu étayer sa thèse en proposant un certain nombre d'expériences. D'abord, il a cité l'expérience du 5e singe, le 5e singe. Il a dit que si vous avez une horde de 100 singes, vous donnez la même chose. Par exemple, une banane à manger, en lui demandant de déposer la peau de la banane, l'enveloppe, dans une poubelle par exemple, qui est à côté. Si les 99 singes font ce geste-là, ils mangent la banane, ils déposent dans la poubelle l'enveloppe de la banane, il dit que le 100e singe recevra des stimuli dans le sens de faire exactement la même chose. Ce qui veut dire que le 100e singe était le siège de la conscience qui a animé les 99 singes. Une autre expérience proposée, une autre observation plutôt proposée par Sheldrake, c'est la régénération des membres des salamandres. Les salamandres peuvent régénérer des membres coupés, comme la queue par exemple. Et qui selon lui suggère que si le corps a pu reconstituer la queue, c'est parce que le corps avait la mémoire de la queue des salamandres. Il y a d'autres observations, plutôt que des expériences qui ont été proposées par Rupert Sheldrake pour étayer sa thèse. La conclusion que nous tenons juste avec ces trois hypothèses, d'abord une synthèse. Montagnier a travaillé sur la mémoire de l'eau, qui selon lui a été concluant. Emoto a travaillé sur la mémoire de l'eau et la conscience collective.
Sheldrake a travaillé sur la mémoire de la matière et la conscience collective. Nous remarquons que les expériences qu'ils ont proposées ont été, selon eux, concluantes. Mais avec un défaut de validation de la communauté scientifique, pour tous les trois. Conforme à notre logique déjà exposée, que la révélation peut révéler des vérités scientifiques déjà connues, peut révéler des vérités scientifiques qui sont en cours d'investigation, mais peut révéler aussi des vérités scientifiques qui ne peuvent pas être investiguées par la science. Nous allons à présent voir ce que la révélation dit. Qu'est-ce qui a été révélé concernant la mémoire de l'eau ou concernant la mémoire de la matière ou la conscience de la matière ou la conscience des collectivités d'individus dans l'univers. En premier lieu, Dieu Tout-Puissant a révélé que tout ce qui existe a été créé à partir de l'eau. Dieu Tout-Puissant a révélé que tout ce qui existe comme être vivant a été créé à partir de l'eau. Cette vérité permet de comprendre que les propriétés de l'eau, y compris la mémoire et la conscience, devraient être retrouvées dans les propriétés de la matière vivante. Cela veut dire que si l'eau a une conscience, le corps d'un être vivant a une conscience indépendante de son cerveau. Et cela pose des problèmes très pointus, des questions très pointues. Les différents processus biologiques. Je prends un exemple dans l'embryologie. Le processus de la fécondation, à la nidation, à la gestation, à l'accouchement, à l'allaitement, à la croissance. La matière a-t-elle un rôle fondamental dans ce processus? Nous voyons toujours que la gestation se fait de la même manière. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se fait de la même manière? Nous voyons que le spermatozoïde va aller féconder l'ovule. Pourquoi le spermatozoïde va-t-il féconder l'ovule? Il sait qu'il doit aller féconder l'ovule. L'ovule sait qu'il doit attendre le spermatozoïde. C'est la question qui se pose. Pourquoi c'est que les processus biologiques obéissent à une logique qui est constante? Nous savons que ce n'est pas le médecin qui intervient pour que la grossesse se passe comme il se passe. Le médecin n'a rien à voir avec cela. Il ne fait que contrôler et intervenir sur certains aspects superficiels. Mais
Mais qu'est-ce qui motive les différents mouvements, les différentes actions qui se déroulent dans les processus biologiques? Donc l'idée de la conscience de la matière vivante n'est pas une idée farfelue. C'est une idée qui pose un certain nombre de défis dans les sphères de la connaissance et de la conscience. La révélation aussi nous apprend que les corps des êtres vivants, rappelez-vous, qui sont créés à partir de l'eau, et dont la science nous dit qu'ils sont constitués majoritairement par de l'eau. Le corps humain et beaucoup d'autres corps avoisinent 80% d'eau. La révélation nous dit que les corps des êtres vivants sont dotés de mémoires puissantes et fiables. Ça, c'est une révélation. Ils enregistrent tout ce qui se passe. Ils le gardent soigneusement, le restituent fidèlement. Luc Montagnier nous a montré que l'eau restitue l'information par le biais de rayonnement électromagnétique. Mais la révélation nous dit que la matière vivante peut même parler audiblement. Parler audiblement. Ça veut dire par exemple une main qui parle, un pied qui parle. Cela est extraordinaire. Le Dieu Tout-Puissant nous a dit qu'il va rassembler toutes les créatures en un moment et juger entre les créatures pour leur existence terrestre. Et en ce moment, ces créatures vivantes qui avaient fait de mauvaises choses verront que les membres de leur corps qui ont fait ces choses-là vont parler audiblement. Ne vont pas émettre des signaux électromagnétiques, mais vont parler audiblement. C'est extraordinaire. En troisième lieu, la révélation nous apprend quelque chose sur la matière inerte. Dite inerte dans l'univers. Elle nous apprend que le Seigneur Tout-Puissant a donné l'ordre à des montagnes, d'accompagner le prophète David dans ses chants qu'il faisait pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Et les montagnes participaient alors comme membres de l'orchestre. Quand David chante, il s'arrête et écoute, les montagnes font le refrain. Oui, je dis bien montagne. Pour ceux qui croient que non, il raconte n'importe quoi. Non, il ne raconte pas n'importe quoi. Que les montagnes, cette fois-ci, ce n'est pas les êtres vivants, imbibés d'eau,
Mais la matière qui a un très faible pourcentage d'eau, une très faible teneur en eau. Les pierres, donc les montagnes, qui font montre d'actes surprenants. Parce que si ces montagnes participent à ce concert avec David, c'est parce que ils ont une certaine conscience. Ils savent écouter David. Ils savent comprendre ce qu'il est en train de louer, le Seigneur. Et ils sont conscients de son chant, comment il est structuré pour savoir là où il doit intervenir. C'est extraordinaire. Donc c'est une forme de conscience qui existe au niveau de la matière, qui n'est pas une matière biologiquement vivante, mais dite inerte, et qui fait preuve d'une conscience de niveau très élevé. Quatrièmement, une autre révélation du Dieu Tout-Puissant nous montre que l'univers tout entier s'est adressé au Dieu Tout-Puissant, qui lui avait demandé d'assumer une responsabilité, que lui a trouvé lourde. C'est la responsabilité d'être garant de la justice entre les différentes créatures. Et Dieu Tout-Puissant nous témoigne que l'univers tout entier a posé la lourdeur de cette responsabilité et a déclaré l'offre. C'est extraordinaire. On ne parle plus maintenant de conscience de la matière, vivante ou inerte, mais de responsabilité. Car la responsabilité suggère un niveau de conscience très élevé. Et en cinquième lieu, la conscience de l'univers vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant nous enseigne que l'univers tout entier est conscient de sa puissance, de sa grandeur, de son unicité. Que l'univers tout entier est conscient, non seulement est conscient, mais l'univers tout entier, à sa façon, chante ses louanges, constamment, sans arrêt. C'est extraordinaire. Et en sixième position, nous apprenons du Dieu Tout-Puissant à donner à l'univers des responsabilités, beaucoup de responsabilités dans la gestion de la vie de l'homme. Et nous allons en citer un seul pour le moment. Que l'univers a reçu comme ordre
de recevoir les vibrations de chaque être humain, que ces vibrations soient positives ou négatives. De constater l'énergie vibratoire de chaque être humain et de transformer et de retourner à cet être humain un potentiel d'action lié à la nature de son énergie vibratoire. Si vous vibrez positivement, l'univers vous retourne un potentiel d'action positif. Vous allez pouvoir poser des actes positifs dans votre vie si vous vibrez dans la positivité. Si vous avez compris ce que je veux dire, revenons sur l'expérience de Emoto, qui est très intéressant. Lorsque Emoto met en contact de l'eau des émissions positives, une musique douce d'amour, des paroles d'amour, des belles images d'amour et de paix, l'eau se transforme dans sa structure en une structure de positivité. Jolie à voir, symétrique, mais si nous appliquons la règle que nous venons de dire, les cristaux que Emoto avait observés, qui étaient symétriques, très jolis, ne se limitent pas à être symétriques et très jolis. Ils renvoient à Emoto des signaux qui vont nous décrypter un potentiel d'action positive. Et c'est la même chose concernant la vibration négative. Les personnes qui vibrent négativement, qui prononcent de mauvaises paroles sur leur vie, sur la vie d'autres êtres humains, qui font des mauvais actes, qui ont ensuite des mauvaises postures, émettent une vibration énergétique ou des vibrations énergétiques que l'univers capte et lui retourne sous forme de potentiel d'action négative. Mais cela est tout simplement la théorie de l'attraction. Si vous avez une bonne conscience, de bonnes idées, de bonnes paroles, de bonnes actions, eh bien, vous impactez sur l'univers entier sous forme vibratoire, énergétiquement parlant. Et l'univers entier réimpactera sur vous sous forme de potentiel d'action. C'est extraordinaire. Et Dieu Tout-Puissant nous dit que parlez de bonnes paroles. Car si vous parlez de bonnes paroles, vos actions seront améliorées. Et vos manquements seront annulés. Ça veut dire que quand l'univers vous envoie
renforce votre potentiel d'action positive. En même temps, il supprime votre potentiel d'action négative. C'est extraordinaire. Ce sujet nous permet de voir dans la question donc de la mémoire de l'eau, voire de la mémoire de la matière, voire de la mémoire de l'univers, voire de la conscience dans l'univers. Le niveau des connaissances scientifiques en la matière et le niveau de la révélation en la matière. Vous voyez que le niveau de la révélation en la matière n'est pas comparable au niveau des connaissances scientifiques. J'allais même dire que la science, il y a des sujets, il y a des domaines où la science ne pourrait jamais conclure positivement, puisque les méthodes d'investigation scientifique qui supposent des expériences pour démontrer les vérités en question ne pourraient pas se faire dans certains sujets. C'est justement le cas concernant le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, où tous les trois savants qui sont très conscients de l'importance de leur découverte et qui sont validés, ces découvertes sont validées par la révélation. Les découvertes de Montagnier, de Jacques Bervis d'abord, Montagnier, de Emoto et de Sheldrake sont validées par la révélation, sont largement validées par la révélation. Largement. Et pas validées par la science. Pourquoi? Parce que la science est limitée dans ses capacités de validation, des découvertes et des vérités qui sont prononcées dans l'univers. Mais la question maintenant qu'on se pose et que nous allons essayer d'aborder dans notre prochain sujet, nous avons décidé de commencer notre communication avec donc les gens épris de science et de savoir et de curiosité par un sujet assez délicat, qui est le sujet de la conscience de l'univers. Sujet avec lequel la science n'a pas beaucoup de possibilités. Mais la question que nous nous posons, à quoi est due cette conscience dans l'univers? Et ce niveau même de conscience qui atteint le niveau de responsabilité, où le Tout-Puissant responsabilise l'univers dans la gestion de la vie des êtres vivants. Et nous savons que le Tout-Puissant a responsabilisé la matière. Oui, dans les processus biologiques. C'est la matière qui s'autorégule dans le processus biologique. Les hormones et les propriétés physico-chimiques des substances ne sont qu'une sorte de code de la route. Mais il y a une force, une intelligence, justement, parce que le code de la route a besoin d'intelligence pour qu'on la fasse. Il y a donc une intelligence qui sous-tend tous les processus biologiques dans la matière vivante. Parce qu'aussi il y a une intelligence qui régule le fonctionnement de l'univers. Qu'en est-il? Quelle est cette intelligence? Nous allons en parler dans notre prochain entretien. Nous vous remercions de votre attention.